mon cher Jean-Noël Robert, toujours membre de l'Académie d'inscription et belles-lettres, toujours professeur du Collège de France, nous entamons notre deuxième entretien. J'ai dit deuxième, hein, pas second, ce qui veut dire que peut-être, malheureusement, pour ceux qui regardent, il y en aura d'autres, où nous essayons non pas de confronter, mais de réfléchir à partir de deux cultures totalement différentes et qui semblent diamétralement opposées, mais qui, à la fin de nos entretiens, seront tellement proches, c'est-à-dire la culture du Japon, dont tu es le grand maître, et la culture de la civilisation pharaonique, dont je suis le modeste dépositaire pour l'instant. Nous étions convenus, je crois, notre dernier entretien, de déplacer un petit peu notre premier débat, qui avait été général, hein, qui a balayé très largement beaucoup de choses, de le focaliser plutôt sur deux thèmes dont nous sommes plus spécialistes à proprement parler, toi et moi, c'est-à-dire l'écriture et la langue et la littérature. Nos entretiens sont informels et à bâton rompu. Donc on ne va pas définir de thème, mais je pense qu'on arrivera assez rapidement à dégager les relations entre l'un et l'autre. Alors on va peut-être commencer par l'écriture. Très bien, oui. En effet. Alors, puisque tu me proposes très gentiment de commencer, il y a quelque chose à laquelle j'ai toujours pensé, enfin depuis que j'ai fait du japonais et que j'ai essayé de faire de l'égyptien, parce que c'est une autre paire de manches, vraiment. Je me disais que si Champollion il avait étudié le chinois, je crois. Oui, mais comme amateur. Oui, voilà. Mais s'il avait étudié le japonais, je pense qu'il aurait compris plus rapidement le système excusez-moi, je parle du haut de mon ignorance, mais disons le système mixte de l'écriture égyptienne, où les caractères, alors s'il avait étudié le japonais dans sa durée, dans la longue durée, pas le japonais même de l'époque, mais où les caractères, donc les caractères chinois que je considérerais comme un peu équivalents des hiéroglyphes, mais peuvent être utilisés soit pour leur sens, soit pour leur son, et parfois dans les plus anciens textes japonais, où on ne distingue pas encore les styles d'écriture, si tu veux, où il n'y a pas de différence entre hiéroglyphes et démotiques, par exemple. Imaginons que le japonais actuel serait du hiéroglyphe plus du démotique. À l'époque, il n'y avait que du hiéroglyphe, mais qui était utilisé, d'ailleurs, les Russes appellent les caractères chinois des hiéroglyphes. Donc, ces caractères étaient utilisés comme des idéogrammes, pourrait-on dire, mais il y avait aussi des ajouts phonétiques qui pouvaient être mis ou non selon la nature des textes. Et si bien que ce jeu où les caractères changent de nature linguistique, c'est-à-dire soit logographique, soit phonographique, eh bien, je pense que, parce que je crois avoir compris dans les manuels, dans la Vulgate que je lis de la vie de Champollion, sa grande découverte, c'est d'avoir découvert la pluralité d'usage d'un même caractère. Alors voilà, je me disais, s'il avait fait du japonais, je pense qu'il aurait pu déduire que ça aurait pu être la même chose de l'égyptien. Enfin voilà, alors tu vois, c'est ce genre de choses qui m'a toujours rendu l'égyptien conceptuel assez proche du japonais. Mais oui. Oui, alors pour ce qui est de Champollion, puisqu'on va le célébrer bientôt, hein, enfin en tout cas le bicentenaire. En 2022, tu m'as dit. 2022, le bicentenaire du déchiffrement. Oui, mais Champollion, si j'ose dire, a un peu triché dans la mesure où il a eu un trilingue qui permettait quand même d'établir des équivalences. Mais il est vrai que le fond de sa trouvaille, ça a été, en étudiant les noms tout simplement, d'avoir dans la version grecque et démotique un Ptolémaios, et donc de comprendre que le petit siège cubique qui était représenté, c'était la lettre P, et ainsi de suite. Ensuite est venue la différence entre logogramme, idéogramme, déterminatif, etc. Alors, c'est une chose qui m'avait frappé, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années à l'Académie, quand nous avions fait avec Bernard Potier et Nathalie Beau ce colloque sur les écritures figuratives, ça m'avait frappé parce qu'à cette occasion, j'ai découvert le nashi. Ah oui. Qui est une, j'ose pas dire une langue, mais en tout cas c'est une écriture extrêmement particulière,
Le premier contact avec le nashi, j'avais l'impression de lire une bande dessinée. C'est-à-dire que l'aspect graphique, l'information qui était apportée par le regard, me paraissait plus importante que le phonétique, auquel je n'avais pas accès, puisque de toute façon, les idéogrammes transcrivaient et étaient des correspondants à des phonogrammes qui n'étaient pas forcément transcrits dans le texte. Alors que la différence, est évidemment, pour ce qui est des hiéroglyphes en tout cas, mais aussi pour le démotique et le hiératique, puisque ce ne sont que des simplifications, pour tout ce qui est donc non alphabétique, le contraire est donc vrai, et on a plusieurs messages qui s'entrecroisent en même temps et qui permettent de résoudre des problèmes d'homophonie, enfin bon, toutes sortes de choses qui sont très, très courantes. En égyptien, un même terme parfaitement homophone va distinguer, va déterminer ou évoquer aussi bien, je sais pas moi, un cheval, une femme, une maison, simplement parce que le déterminatif va permettre de le resituer dans son contexte. Donc ça, je crois qu'on est bien au clair là-dessus. Sur ces systèmes et la difficulté qu'il y a pour nous à pénétrer ces systèmes, non seulement parce que leur complexité les éloigne de nous. Il faut songer par exemple que l'écriture égyptienne, qu'elle soit hiéroglyphique ou cursive, à l'époque où l'Égypte dominait tout le Proche et le Moyen-Orient, n'a jamais été la langue commune. Ça n'a jamais été la koiné. Alors que les cunéiformes ont tout de suite servi à noter cette langue différente, simplement parce que l'outil était beaucoup plus basique, beaucoup plus simple à utiliser que le petit millier de signes qu'il fallait mémoriser pour arriver à rendre correctement l'égyptien. Je pense qu'on peut dire la même chose du chinois et des évolutions qui amènent au japonais, etc. En fait, c'est une simplification. Mais indépendamment de cet aspect-là qui est l'objet d'un autre débat, si je puis dire, cela soulève la question simplement du public auquel va s'adresser la littérature écrite dans ce système hyper compliqué, très référentiel, et donc forcément la littérature ainsi notée ne va s'adresser qu'à un public très restreint, un public de lettrés. En Égypte ancienne, ce serait une hérésie de s'imaginer que les aventures de Sinoé sont lues par des millions de personnes. Elles sont lues par moins de 1% de la population. Est-ce qu'il en va de même au Japon ? Alors là, oui, c'est un sujet immense et bien sûr qui change. Alors, là, on pourrait reprendre ce que disait ce prêtre égyptien à Solon pour le Japon. Au regard des Égyptiens, les Japonais ne sont que des enfants, mais parce que, disons que la culture écrite, je ne vais pas entrer dans... disons que ça commence autour de 500 après Jésus-Christ. Ça se développe vraiment après 600. Et puis alors après, il y a un développement tout à fait continu et de plus en plus exponentielle qui fait qu'à l'époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, une très grande partie de la population savait lire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le système, lui, n'a guère changé, et au début, en tout cas, il reprend la situation que tu décris pour l'Égypte, c'est-à-dire que c'était... Alors évidemment, la grande différence avec l'Égypte, c'est que le système japonais n'est pas autochtone, bien sûr, tout le monde le sait, ce sont les caractères chinois qu'ils ont adoptés. Seulement, le grand problème des Japonais, enfin de ceux qui parlaient japonais, c'est que la langue japonaise, les caractères chinois étaient très peu adaptés à exprimer la phonétique japonaise, et surtout, c'était deux types de langues différentes, le chinois étant à l'époque, en tout cas très certainement, une langue analytique, c'est-à-dire que les syllabes qui constituaient les monosyllabes qui constituaient encore à l'époque, je crois, une bonne majorité du vocabulaire étaient inchangeables, ne se modifiaient pas, invariables. Alors que le japonais a à peu près l'équivalent, très grosso modo, de nos verbes. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des formes verbales qui n'indiquent pas les personnes mais les temps. Les adjectifs changent aussi. Enfin, et puis il y a des particules, des postpositions qui ressemblent un peu au finnois et tout cela, au turc. Donc il y a des tas de choses qui n'existaient pas et qui ont obligé les Japonais, non pas à inventer, encore une fois, mais à développer
pour leur langue des traits qui étaient existaient déjà en Chine pour noter les langues exotiques. La Chine était, bien sûr, comme chacun sait, au centre du monde, et il y avait donc des Indiens qui venaient, des populations turcophones, iranophones et tout ça. Ils étaient bien habitués, les Chinois étaient bien habitués à prendre les caractères aussi dans leur sens phonétique. Et les Japonais ont continué ça et l'ont peu à peu affiné. Alors au début, c'était du chinois classique qui était appris par une élite de lettrés, mais assez rapidement, et ça c'est quand même assez extraordinaire, il y a une sorte de nouvelle discipline de la philologie qui s'est ouverte avec les découvertes de plus en plus importantes de petites lamelles de bambou ou de bois qu'on a trouvées avec les nouvelles techniques archéologiques. Je ne sais pas. Enfin, on a appris à les découvrir en fin de compte parce que quand on trouve ce qu'on cherche toujours. Enfin, et on a de plus en plus trouvé de textes très anciens, enfin, qui datent du 8e, 9e siècle. Et qui sont très manifestement des textes d'apprentissage, c'est-à-dire des gens qui s'exercent à écrire des choses, des caractères chinois, mais qui sont déjà bien utilisés dans leur fonction syllabique, et qui notent déjà même des fragments de poèmes japonais tels qu'on les a vus se développer plus tard. Alors la grande aide des Japonais, c'est qu'ils ont pris très tôt conscience de l'originalité de leur langue par rapport aux Chinois, tout en se situant quand même pleinement dans la hiérarchie chinoise. Ils ont toujours regardé le chinois, mais ils se sont assez vite développés de ce point de vue. Et alors, j'en avais fait une petite communication à l'Académie, il y a, autour de l'an 1000, et on voit que là, cette petite jeune fille, elle a 12-13 ans à l'époque, qui arrive de sa province à la capitale, et pour qui son plus grand souci, c'est de trouver le Genji Monogatari, le roman du Genji Monogatari, qu'elle lit non pas comme nos philologues actuels, mais comme une jeune fille lirait des livres de la collection Harlequin, c'est-à-dire elle est vraiment... Et sa tante, sa tata lui apporte les fascicules qui lui manquaient, et elle dit je lis ça sous mon baldaquin, et je ne changerai pas de place avec l'impératrice. Et donc ça se passe vers 1020 à peu près. Le Genji Monogatari ayant été écrit autour de 1008-1010, donc en 1020 c'était déjà un best-seller harlequin. Mais parce qu'il était écrit essentiellement, alors plus du tout dans ce système chinois idéographique, mais le système syllabique japonais avait été pleinement constitué et on pouvait l'apprendre en quelques jours, enfin en quelques mois. Et alors il y a cette grande différence, mais seulement ce qui est drôle, c'est que jamais la hiérarchisation n'a été abandonnée, c'est-à-dire que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, eh bien c'est toujours le chinois classique qui a toujours été la langue de l'écriture de prestige et qui s'est décliné de plusieurs façons dont on pourra reparler après, peut-être au fur et à mesure de l'évolution. Parce que c'est à la fois c'est entièrement étranger. Mais les Japonais, d'un certain côté, le sentent comme profondément japonais. Il y a une sorte de paradoxe d'appropriation de la culture là, qui fait que même les plus nationalistes des philologues nationalistes du XVIIIe siècle, je parle de Motori no Ninaga, qui était un nationaliste, n'est pas tout à fait c'était un philologue nationaliste qui disait voilà, le Japon c'est le pays des dieux, le japonais c'est la langue des dieux, les Chinois nous embête, et en réalité, en disant tout ça, il écrivait avec des caractères chinois qu'il mettait, dont il avait élaboré une lecture entièrement purement japonaise, et le comble du comble, il a fait un petit recueil poétique de poèmes japonais traditionnels, et en les écrivant, il a repris la très ancienne graphie où il n'y a que des caractères chinois. Alors, j'avoue que c'est très difficile à comprendre, mais c'est ce paradoxe. Donc pour les Japonais, ces caractères avaient quelque chose, je pourrais presque dire sacré, quoi. Enfin, un sacré qui était intériorisé au Japon. Sacré, oui, ou alors peut-être irremplaçable.
Irremplaçable, oui. C'était à la fois, oui. Parce qu'on a, si j'ose dire, l'exemple inverse. Parce que, bon, l'Égyptien paraît effectivement très refermé sur lui-même. Les Égyptiens, alors, on a quelques essais de transcription par les Égyptiens d'éléments extérieurs, donc en particulier de toponymes ou de dénominations de peuples ou autres. Et là, les Égyptiens étaient terriblement malheureux. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un système phonétique auquel ils ne comprenaient strictement rien, et étant eux partisans et habitués à une langue à notation consonantique uniquement, 4 semi-voyelles, c'est pas beaucoup, face à des gosiers qui n'avaient pas du tout les mêmes articulations des gutturales ou autres, ils n'arrivaient pas à rendre, parce que leur système était inadéquat à rendre ça. Donc ils ont fait une tentative qui a été de faire une notation syllabique. C'est-à-dire qu'on procède par acrophonie, on prend des syllabes bilitaires, trilitaires, et on accroche sur le premier son, et puis on fait une écriture développée en priant tous les dieux de l'univers, que ça corresponde en gros à la phonétique. Alors c'est très amusant quand on a des toponymes grecs, par exemple, parce qu'on a un toponyme grec vu par un Égyptien, tu le trouveras jamais, c'est quelque chose d'à peu près impossible. Mais ça traduit bien le mal-être qu'il y a face à un système qui est en dehors, qui est exogamique. Et par exemple, lorsque en Nubie soudanaise et en Nubie, les Égyptiens ont essaimé, où la culture égyptienne s'est installée, les fameux pharaons noirs de notre confrère, à partir de là, il y avait une langue indigène qu'on a beaucoup sous-estimée pendant longtemps, parce que les égyptologues sont comme les Égyptiens, ils sont le centre du monde, et donc on considérait qu'il y avait des sauvages qui erraient par-ci par-là dans une nature un peu stépique, et puis les Égyptiens qui faisaient le campement, et les Indiens qui tournaient autour. Puis on s'est aperçu que c'était le contraire, en fait, que c'était les Égyptiens qui tournaient autour du campement qui était solidement établi, et on a découvert qu'il y avait une culture dont on a retrouvé les traces archéologiques, là, récemment. Le même confrère, Charles Bonnet, a retrouvé les traces, et une culture africaine. Bon. Donc on sait qu'en fait, il y avait 2 systèmes d'expression qui étaient complètement différents. Mais pris dans le carcan idéologique égyptien, les Napatéens puis les Méroïtes se sont représentés, comme beaucoup de populations d'ailleurs du Levant et de Méditerranée orientale, à l'égyptienne. Parce que le symbole du pouvoir, c'était la grande nation qu'il y avait à côté. C'est un peu comme des Helvètes qui parlent français, quoi. Bon. Et enfin, pardon à nos amis suisses. Et seulement, le problème, c'est qu'il a fallu qu'ils transcrivent dans une langue qui pour eux était de l'égyptien, mais qui était très loin des racines égyptiennes et beaucoup plus proche de la langue de leur pays. Et les textes napatéens sont difficiles à lire. Alors au début, c'est très bien parce que c'est écrit par des scribes égyptiens, puis plus le temps passe, plus ça s'affadit, plus on s'éloigne, et alors là, on a vraiment besoin d'un dictionnaire bilingue, parce que, et comme on ne connaît pas l'autre langue, c'est pas évident. Et donc mais on garde la fiction. On la garde précieusement. Ce qui prouve que ce système a une certaine efficacité pour restituer la réalité. Alors, l'exemple inverse, c'est lorsque les Égyptiens se sont vus contraints d'entrer dans le système de communication méditerranéen. À partir du VIe siècle avant notre ère, les colonies grecques, les comptoirs grecs ont fait que petit à petit, l'Égypte s'est trouvée propulsée dans la circulation économique de Méditerranée, pour laquelle leur système de notation était parfaitement inefficace. En même temps, les cunéiformes n'avaient plus beaucoup d'avenir, il y avait un salopard qui avait inventé le linéaire A, enfin bon, tout était en train de s'effondrer, ça se gâtait de tous les côtés. Alors il a bien fallu entrer dans le système du conquérant, tout en lui disant qu'il n'était pas le conquérant, bien évidemment. Alors ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est pas ce qui se passe à Alexandrie, où là on est dans la fiction, mais dans la Cora. Et on se rend compte que dans la Cora, il y a eu un aggiornamento nécessaire de la part des fonctionnaires d'État, en particulier des grades-papiers comptables et autres représentants du Bercy d'alors, pour établir des comptabilités perceptibles par les Grecs. Et donc, on a inventé un alphabet qui n'était pas une invention, on a repris l'alphabet grec. Mais phonétiquement, il y avait 7 signes qui n'existaient pas, donc on a créé des signes indigènes qui ont permis de transcrire
dans ce qu'on appelle le copte. Hein. Le copte, c'est pas les chrétiens, c'est les gens de Memphis ou Kaptai. Et on a transcrit à ce moment-là, disons, tout ce qu'on avait besoin. Et c'est développé une littérature propre. Cette littérature est beaucoup plus proche de la nôtre par la formulation, puisqu'elle ne repose plus que sur le phonétique. Mais ça a été un moment de grande souffrance. On a retrouvé dans le Fayoum des exercices faits par les scribes, sous la houlette d'un maître pas toujours bienveillant, pour passer du hiératique, enfin du hiéroglyphique hiératique démotique, au grec. Et on voit les efforts misérables, ça évoque tes lattes de bambou, on voit les efforts misérables du scribe, mais qui s'y retrouve pas, parce qu'il lui manque énormément de support par rapport à ce qu'il veut formuler. Alors je passe sur les commentaires du maître, qu'on a souvent en marge, qui ne sont pas très flatteurs pour l'élève, mais on voit bien que là, il y a eu une adaptation qui a été nécessaire et qu'elle était beaucoup plus profonde que le simple changement de système d'écriture. Donc, ça fonderait un petit peu notre propos de départ, que l'expression elle-même conditionne en quelque sorte le contenu. Ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup impressionné. C'est vrai, on ne pense pas assez à cela. Et donc il y a les deux. C'est que d'un côté, l'Égyptien n'a pas pu se propager vers le Moyen-Orient et le monde méditerranéen à cause de la présence déjà d'autres, des Suméro-Babyloniens. Oui, de langues beaucoup plus faciles à noter. Oui. Et que de l'autre côté, il y a eu quand même eu ce nabatéen et méroïtique. Et mutatis mutandis, comme toujours, on peut trouver certaines... Disons que l'écriture chinoise s'est propagée du côté de la Corée, du Japon et du Vietnam, et puis de l'autre côté, face au bloc, je dirais, irano-indien, avec des écritures déjà constituées, phonétiques, eh bien le chinois ne sait pas... par exemple, un cas assez amusant est celui des Ouïghours, donc pas ceux dont on parle actuellement. C'est pas amusant pour eux. Pour eux, c'est pas amusant, mais disons, ceux dont on a repris l'ethnonyme pour les Ouïghours actuels, qui est à peu près dans la même région, enfin légèrement différente, eh bien, ils utilisaient donc un alphabet issu du sogdien, donc de l'araméen, mais ils utilisaient aussi des caractères chinois dedans. Mais vraiment comme des... mais l'essentiel, c'était de l'alphabétique, enfin plutôt sans voyelle, un peu à la sémitique, n'est-ce pas? Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'on a quelque chose qui n'existe pas de l'autre côté jusqu'à date très moderne, c'est qu'on a des textes chinois qui sont transcrits dans ces écritures alphabétiques, en tibétain par exemple, et qui sont des sources très précieuses, parce que ça donne une idée de la prononciation du chinois de l'époque, disons, des Tang, du 8e, 9e siècle, grâce à cette notation alphabétique qui n'était bien sûr pas possible de l'autre côté. On voit la différence donc de résistance culturelle d'un côté où les Chinois enfin la culture chinoise est arrivée comme unique souveraine, et puis de l'autre où il a dû composer avec les autres. C'est un phénomène tout à fait intéressant qu'on retrouve d'ailleurs à l'heure actuelle. Enfin bon, là c'est du côté de la Chine. Je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais il y a beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet le signe en quelque sorte que constitue cette écriture va au-delà de l'écriture elle-même. C'est-à-dire que on peut dire du côté japonais que c'est valorisé lorsque c'est exprimé en caractère chinois à une certaine époque et jusqu'à une époque assez récente. Oui, bon, je comprends très bien le mécanisme entre Japon et Chine, hein, je crois que c'est clair. En égyptien, c'est compliqué parce que cette incommunicabilité fait qu'il n'y a pas, par exemple, de traduction en hiéroglyphes, si tu veux, ou en égyptien, d'un poème grec. On a... on a des exemples, parce que dans l'Égypte passablement hellénisée du 6e, 5e, 4e siècle avant, on a au fin fond de la province, par exemple dans l'oasis de Kharga,
qui est à l'entrée de la piste des 40 jours, ce qui quand même est vraiment le bout du monde. Hein. On a eu, à Cassel-Doche, on a retrouvé dans la communauté paysanne qu'il y avait, c'était des exploitations agricoles, on a retrouvé une abondante littérature, enfin, des ostracas grecs, etc. Et il y avait là un maître d'école qui enseignait les rudiments de grec à quelques colons. Eh bien, ce maître d'école composait des poèmes homériques, mais qui sont remarquables. Et donc, le type, au fin fond de nulle part, au bout du monde, dans un environnement culturel totalement différent, eh bien, en fait, il vivait avec sa propre culture. Et on voit dans les comptoirs, on identifie très bien, par exemple, pour revenir au Fayoum, à Teptinis, dans les fouilles que l'Institut français a fait, on a le temple pharaonique, qui est de son côté, avec les allées processionnelles, et puis les deipnoteria grecques, avec les sièges de congrégations grecques qui se réunissaient à la grecque, ce que l'on retrouve dans l'architecture, etc. Donc il y a une certaine non-communication, c'est un peu à l'origine des ghettos dans tout le Proche et le Moyen-Orient. Alors il y a ça. Et puis, de l'autre côté africain, il y a le fait qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Donc on est totalement désarmé. On voit bien qu'il y a des rencontres. On commence mieux à les mesurer sur le plan architectural. Mais c'est pour ça qu'il est important que les études africaines se développent et sortent. Et je suis très, très content que nous ayons notre nouveau collègue François-Xavier Fauvel, parce que c'est un véritable besoin. Un exemple, lors de ses fouilles à Doukigel, donc au Soudan, Charles Bonnet a trouvé, à côté d'une installation datable de Toutmoses III, il a trouvé une installation indigène construite qui est une sorte de temple, mais qui se caractérise par une forêt de colonnes. Ah oui. Mais des colonnes rondes. Le temple lui-même est rond et il y a des dizaines et des dizaines de colonnes qui laissent que très peu d'espace, les unes entre les autres. Et en fait, le seul correspondant que l'on connaisse, c'est en Afrique occidentale, c'est les bois sacrés. Donc on se rend compte qu'il y a sur un substrat qu'on a du mal à évaluer, qu'on ne connaît pas, il y a très certainement des points de contact. Alors, évidemment, c'est trop tôt pour faire des comparaisons de littérature. Ça, c'est ni même dans la vision du monde, dans l'expression de la vision du monde. Mais ce côté refermé sur soi, replié sur soi de l'Égyptien, ne l'empêchait pas d'être sensible aux autres cultures. On a, par exemple, dans la littérature égyptienne tardive, donc en particulier dans les textes démotiques, on a l'évocation ou le rappel, pas sous forme de citation littéraire, mais on a le rappel de textes ou de thèmes homériques, grecs, en particulier les descentes aux enfers, enfin toutes ces choses-là, on les retrouve. Mais on les retrouve à l'égyptienne, c'est-à-dire que c'est pas comme les Japonais se disant « moi je vais faire du chinois », mais là c'est rien du tout, c'est « je fais de l'égyptien avec autre chose ». C'est très caractéristique de la culture égyptienne actuelle aussi, hein, mais bon. Mais non, c'est vraiment un phénomène très, très curieux. Et pour ce qui est du côté de la relation sino-japonaise, il y a un trait particulier qu'il faudrait peut-être souligner, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est pas si évident que ça, c'est que cette intimité des Japonais avec l'écriture chinoise ne s'accompagne pas du tout d'une intimité avec la langue phonétique chinoise. Il y a très peu de gens, alors que la Chine, d'abord la péninsule coréenne, puis la Chine a été l'étranger du Japon, il y avait très peu de gens qui connaissaient la langue parlée, qui pouvaient s'exprimer. C'était vraiment. Et d'ailleurs, il n'était pas spécialement considéré. C'était plutôt des guides interprètes, enfin des interprètes de commerçants, ou lorsque les Japonais avaient cet usage d'envoyer des légations tous les 20, 30 ans, parfois à intervalles plus courts en Chine. Alors évidemment, il fallait prendre quelqu'un qui connaissait. Il y avait toujours quelqu'un qui connaissait le chinois parce qu'il était revenu. Mais l'apprentissage
dès l'enfance du chinois classique ne s'accompagnait pas du tout. On prononçait à la japonaise. C'est-à-dire que si quelqu'un qui avait passé 10 ans de sa vie à apprendre par cœur les textes classiques chinois les avait récités sur le marché de Chang'an, on n'aurait pas reconnu. D'ailleurs, c'est si vrai que les Japonais s'étaient quand même un peu aperçus du décalage. Et alors, ils utilisaient un système phonétique à la fin du 8e siècle, et puis qui venait essentiellement de Corée. Enfin bon, là c'est mon opinion et je la partage, mais c'est très controversé, mais pour moi, il est presque certain que c'était la prononciation des plus anciens royaumes coréens, qui étaient restés tant bien que mal. Mais... Politiquement, c'est lourd de conséquences. Hein. Oui, mais on est oublié. Enfin, il y a quand même l'évidence est là. Mais seulement, donc, quand les ambassades ont commencé à se développer avec directement la Chine des Tang, ces gens, il y avait des maîtres de son, n'est-ce pas, qui étaient spécialisés dans la phonétique chinoise, mais on s'est aperçu que ça ne servait pas à grand-chose. Alors, si bien qu'il y a eu un décret impérial en 793, je crois, 1000 ans avant, 1793, il y avait une révolution au Japon, où on a dit, on laisse tomber le vieux système phonétique, on adopte le nouveau système, qui n'était pas plus, d'ailleurs, compréhensible dans une oreille chinoise que l'ancien, mais sauf que ça a compliqué les choses. Alors, c'est pour dire que c'était complètement sevré de la communication directe avec la Chine, et que cet apprentissage de la culture chinoise n'était pas dirigé vers l'extérieur, c'était plutôt une intégration à l'intérieur du Japon. Évidemment, ça servait pour la diplomatie et tout ça. Les poètes, certains poètes japonais de style chinois étaient quand même assez attentifs, se demandaient comment leurs poèmes seraient appréciés en Chine, ce qui, lorsqu'ils ont eu l'occasion de les montrer, n'était pas très encourageant, mais ça dépendait des époques. Au 19e siècle, ça s'est arrangé lorsque quand ils ont inversé... les Chinois ont commencé à publier des poèmes en chinois. Les Chinois ont publié des poèmes en chinois classique rédigés par des Japonais en disant c'est pas si mal que ça. Donc ça a vraiment servi aussi d'instrument diplomatique de ce point de vue-là, mais c'était pas la fonction principale. C'était vraiment à l'intérieur du Japon. Donc il y avait cette espèce de dichotomie entre la langue parlée et le prestige du chinois classique et le chinois parlé dont la connaissance n'apportait pas grand-chose. C'était un moyen les interprètes n'étaient pas très considérés. C'est ça qui est curieux. Et alors évidemment, il y a aussi le côté que les Japonais... Les Chinois pouvaient considérer que leur langue elle était quand même très répandue déjà le monde chinois en lui-même, c'était pas mal, donc il y avait une sorte d'universalité. Les Japonais étaient très conscients, ils s'appelaient eux-mêmes, souvent il y a une appellation poétique du Japon, c'est les grains de millet au bord du monde. C'est l'archipel japonais comme des petits grains de millet qui sont vraiment à l'extrémité du monde. Donc ils ne le pensaient peut-être pas forcément comme ça, mais c'était souvent employé. Ils avaient conscience d'être très excentrés. Et ce qui a aussi empêché donc cette espèce de situation de contact qui était beaucoup plus sensible chez les Coréens, parce que là il y avait vraiment on a des manuels de conversation sino-coréens pour les marchands à l'époque des Qing, surtout des Mandchous, donc ils allaient à Pékin ou sur parce que en réalité le peuplement coréen s'étendait beaucoup plus sur le territoire chinois actuel qu'on ne le pense. Il y avait vraiment des contacts très, 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 très vivants avec la nécessité de connaître la langue. Mais pour les Japonais, c'est ça c'est en ça que ça me semble assez proche de l'image qu'on se fait de l'Égyptien, c'est que c'était l'écriture qui était la chose principale. D'ailleurs, excuse-moi, c'est très amusant, lorsqu'on a élaboré le syllabaire japonais, je me dis, c'était pas
pratiquement dès le début, hein, mais disons l'usage systématique, c'est le Xe siècle, enfin pour simplifier. Eh bien, à l'époque, on a commencé à utiliser des appellations, des périphrases pour désigner les deux systèmes d'écriture, le chinois et le japonais. Pour le chinois, on les appelait soit écriture d'homme et le japonais écriture de femme, ou bien pour le chinois vraie écriture, et pour le syllabaire japonais, écriture provisoire, circonstancielle, pseudo-écriture. C'est le même caractère qui est utilisé en chinois moderne maintenant pour dire le décaféiné. Tu sais, t'as le café et le décaféiné, c'est jia en chinois, prononcé K en japonais, ben, c'est ça, quoi. Donc t'as le vrai café et le décaféiné. Et donc il y avait toujours cette hiérarchisation qui était employé dès l'époque. Ça n'a pas empêché, c'était entièrement... Parce que les premiers, très souvent, il y a des Japonais qui se faisaient passer pour des femmes, enfin il y a un exemple célèbre, pour se donner le droit d'écrire en syllabaire japonais, parce qu'ils trouvaient que c'était quand même plus pratique. Et il y a un texte fameux comme ça, le Tosaniki, qui dit je vais écrire comme les femmes, parce que voilà, c'est l'un des grands textes classiques du japonais, enfin, qui a commencé comme ça. Donc il y avait vraiment cette hiérarchisation, et qui, encore une fois, était à l'intérieur du japonais. C'est ça qui... Et ça me rappelle beaucoup ce que je m'imagine être le démotique, par exemple. Et alors le copte, c'est peut-être encore autre chose, parce que c'est avec l'importation d'une autre culture. Là c'est à l'intérieur de... Est-ce que le démotique était vraiment considéré comme démotique, justement, ou bien est-ce qu'il avait un statut particulier? Non, il faut bien voir que d'abord ces appellations, ce sont les Grecs qui les ont données. Donc les Égyptiens, tu leur parlerais de démotique, ils ne savent pas ce que c'est. Mais c'est intéressant, en t'écoutant, j'ai eu une image de l'environnement géopolitique de l'Égypte. Le Japon, si j'ose dire, ça va de soi. Il y a un grand voisin, il y a un grand frère. L'Égypte, il n'y a personne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, au moment de la constitution du système d'écriture, il se passe peut-être des choses en Mésopotamie, mais on n'est pas au courant. Donc de toute façon, il n'y a pas d'influence directe. Il va y en avoir à travers les familles linguistiques. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Du côté africain, on n'en sait rien. Du côté de la Méditerranée, c'est le grand vide. Donc de toute façon, il n'y a pas de modélisation possible et il n'y a pas de distanciation par rapport à un modèle possible. Donc l'Égyptien, et ça va très bien avec la cosmologie égyptienne, l'Égyptien se suffit à lui-même. Bon, grosso modo, Dieu a créé l'Égyptien et il a vu que c'était bien et puis voilà. Il s'est reposé. Voilà, il s'est reposé ensuite et il n'a plus rien fait. Mais ces considérations-là font qu'il n'y a jamais eu d'essai de traduction vers une autre langue. Quand un pharaon égyptien communiquait avec son collègue du Hatti ou autre, c'était en cunéiforme. Les tablettes que l'on a retrouvées sont des tablettes en cunéiforme. À aucun moment, il y a eu un mot égyptien échangé. Quand on mariait, comme on disait à la campagne, une fille royale avec un souverain étranger, elle parlait sa langue. Oui. Elle ne parlait pas égyptien. D'ailleurs, il y a dans la littérature quelques très, très lointains échos, comme ça, de gens qui étaient loin de la mère patrie, qui disaient « j'entends plus le son de l'égyptien ». Il n'y a personne. Pauvre Sinoué, chez les Bédouins, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu la langue de mon pays. Donc c'est une coupure réelle, même si les Égyptiens avaient tendance à considérer que le monde entier appartenait à leur système. D'où le fait que la position des interprètes, des traducteurs, on le connaît, ça a même été notre confrère Michel Valolgia a fait sa thèse sur les messagers, sur les ambassadeurs, mais il ne parlait pas égyptien. Il s'exprimait dans la langue vernaculaire qui était celle... Et même aux époques les plus lointaines. Alors, tu me diras, on a des contre-exemples, oui. Si on va dans le Nord-Liban et dans la Syrie occidentale actuelle, c'est-à-dire dans la zone de Tripoli, si on va à Ougarit, si on va à Byblos,
on a des textes en égyptien, oui, mais qui sont généralement des objets d'importation. Il y a extrêmement peu, à Ougarit, il y a un ou deux documents dont on voit bien qu'ils sont écrits par des non-égyptiens, mais qui sont écrits en égyptien. C'est pas, voilà, c'est pas vrai. Alors, pour répondre à ta question concernant le démotique, bon, démoticos, mais le démoticos, on a aussi bien des textes démoticones, on a aussi bien des textes littéraires que religieux, etc. C'est simplement l'ultime évolution de l'écriture avant de passer ensuite au copte. Mais il faut bien dire que sur une aussi longue durée, puisqu'on est sur 3 millénaires au moins, peut-être pratiquement 4, la langue évolue. Et il y a des rattrapages de la langue parlée par rapport à la langue figée. Quand on lit un texte dans le temple d'Edfu ou de Dendara, c'est exactement comme si on lisait un manuscrit en latin aujourd'hui à Notre-Dame. C'est-à-dire que ça sonne comme quelque chose de connu, mais c'est plus le même latin. Et les textes littéraires, les grands textes littéraires sont écrits dans cette langue de tradition. Un peu comme les textes chinois. Autrement dit, on n'a pas éprouvé le besoin de faire de mise à jour du texte, ce que les Napatéens que j'évoquais tout à l'heure ont dû faire. Parce que par rapport à leur langue, ils n'arrivaient plus à suivre ce qu'écrivaient les spécialistes qui rédigeaient leurs textes officiels. Alors, ça aussi c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'avec l'évolution du langage, il y a une certaine évolution de la littérature. On a comme ça, en Égypte, tout un pan de la littérature qui ne nous est pas parvenu de façon textuelle. Ce sont ce que nous appelons les fables, où l'on retrouve dans l'iconographie, puisque ce n'est connu que par des représentations, dans l'iconographie, on va retrouver des thèmes popularisés par Ésope, popularisés par La Fontaine, par exemple, que l'on retrouve dans la grande tradition méditerranéenne de la fable. Mais ce sont des historiettes qui sont dessinées. Et on voit bien qu'à chaque fois, il s'agit d'une action. On a le renard qui joue de la flûte, enfin la hyène qui joue de la flûte, etc. Donc, derrière, il y a un texte. Et ce texte ne nous est pas parvenu. Pourquoi ? Alors, on peut comparer ça aux textes extrêmement soignés qu'on a sur les temples, sur les papyrus, etc., qui sont une culture de lettrés. On voit bien, en plus, on arrive à identifier les scribes par leurs mains, par les fautes qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Enfin bon, c'est un peu comme corriger les épreuves des crailles, quoi, à peu près. Donc, on les retrouve assez facilement. Mais dans ces figurations, le sous-texte, on l'a pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas ? Probablement parce qu'il était dans la tradition orale l'objet de variations, l'objet d'expressions différentes, qui permettaient d'avoir des expressions adaptées au public auquel elles s'adressaient. On ne parle pas à un prêtre dateur comme on va parler aux paysans du coin. Mais le paysan du coin, on le voit alors là par le jeu des citations, dans les textes littéraires, le paysan du coin, ne serait-ce que par les formules qu'il emploie, les proverbes auxquels il a recours, avait connaissance de cette forme de littérature. Lui, il lettrait. Et quand on prend les textes qui sont les dialogues qu'échangent entre eux les paysans dans les représentations des tombes, où on les voit en train de cultiver la terre, etc., et autres, de temps en temps, on voit apparaître une expression que l'on a retrouvée dans des textes littéraires, et dont on voit bien qu'elle vient de ce fond paysan. Donc, ce sont des choses qui sont très ténues, qui sont difficiles à saisir. Par exemple, aujourd'hui, il faudrait... Ça avait été tenté autrefois par Georges Posner, mais il n'est pas arrivé au bout. Je caresse, si les dieux me prêtent une 3e ou une 4e vie, l'idée de faire ça un jour, c'est-à-dire de retrouver les proverbes à travers les citations, les formulations. Il y a eu une recherche qui a été faite par un Allemand avant la Seconde Guerre mondiale, mais depuis, le dossier est un peu en jachère. Mais ce sont ces éléments-là, alors, que l'on peut augmenter, si je puis dire, d'une étude philologique et linguistique, où il est évident qu'il y a des jeux de mots qui sont faits, et en particulier, je pense au loup Ounesh, il y a eu des jeux de mots qui ont été faits, dont on retrouve manifestement la trace, évoquée subtilement dans quelques textes, mais dont on n'est pas capable de mesurer la saveur exacte.
Alors, en combinant l'image, en combinant le support, l'impact social que cela pouvait avoir, alors on a comme ça, de temps en temps, on a toujours un collègue qui fait une petite note, un petit article, qui tout d'un coup, il a été éclairé d'une lumière fulgurante, et il comprend une expression, mais ça vaudrait la peine de reprendre tout cela, de le remettre un peu en forme et de faire une sorte de, comment dire, d'anthropologie de la littérature, ne serait-ce que pour montrer que la littérature égyptienne n'est pas forcément entièrement religieuse, entièrement compassée. Ça existe aussi, mais on est là dans des niveaux littéraires de connivence, et il est clair que la connivence laissait passer quand même un certain nombre de choses, et que c'était pas aussi étanche, alors que vers l'étranger, c'est très étanche. Ça, oui, dans ce que tu dis, là, est si riche que vraiment il faudrait plusieurs mais juste sur un point qui me semble à la fois proche de l'exemple égyptien et puis un peu original. Je vais revenir vers le chinois plutôt que le japonais, mais c'est vrai que tu dis qu'il n'y a donc pratiquement pas eu de traduction vers l'égyptien classique. Alors, et c'est vrai que avant l'époque chrétienne. Oui, voilà, oui, bien sûr, oui. Après, c'est une autre histoire. Oui. Mais donc en égyptien hiéroglyphique, disons, pour simplifier les choses. Alors, disons, dans la représentation que se font les Chinois eux-mêmes de leur histoire culturelle, c'est un peu ça aussi, le monde chinois étant une sorte de... Et nous avons tous tendance à le considérer comme cela. C'est une idée qui a même, j'allais dire, envahi le grand public. Par exemple, on parle beaucoup de pensée chinoise, de philosophie chinoise, la Chine comme pôle opposé de la philosophie occidentale, de référence et tout ça. Enfin, ce qui est intéressant en soi comme thème de réflexion, mais qui historiquement me semble un peu simplifier les choses, parce que justement, à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, la Chine a été le point d'attraction d'un immense travail de traduction des textes bouddhiques, et c'est peut-être après la grande, enfin, et même du point de vue de la quantité, c'est incomparable, mais c'est vrai que la traduction de textes hébreux en grec, puis en latin, est aussi peut-être le premier grand moment de translation d'un savoir religieux, voire philosophique. Mais pour ce qui est des textes bouddhiques, c'est arrivé vraiment par camions entiers à travers le désert parfois parce que maintenant on a redécouvert la route des sutras maritimes, etc. Mais il y a eu du deuxième au, je dirais, enfin la grande période, j'ai souvent la grande période, c'est du 2e au 7e siècle. Alors après, disons jusqu'au grand Xuanzang, celui qui est devenu le héros du roman Le Voyage vers l'Ouest, qui est avec son singe et son cochon. Ça a bouleversé la langue chinoise, à vrai dire. C'est-à-dire que ça a obligé à insuffler en chinois des concepts, des concepts même philosophiques, temporels, cosmologiques, qui n'existaient pas avant. Si bien que parler de philosophie chinoise indépendante, ça nous mène simplement disons, jusqu'aux environs du début de l'ère chrétienne. Et après, ce serait comme parler de la philosophie européenne en disant qu'il n'y a plus rien après Plotin, ce que certains disent d'ailleurs, mais quand même, ça me semble un peu simplifié. Et ce qui est drôle, c'est que par cela, donc, c'est arrivé aussi au Japon. C'est bien qu'il y a des quantités de choses qui sont arrivées au Japon, en passant par le biais chinois, mais qui a quand même mis le Japon dans ce que c'était Grousset qui parlait de Nara comme le terminus de la route de la soie, en quelque sorte. C'est vrai que c'est l'endroit le plus à l'ouest où sont arrivées toutes ces influences. Je voyais encore tout récemment alors je n'ai pas éclairci la chose, je pense que c'est possible de le faire, mais dans un roman du XVIIe siècle, on parlait de la montagne magnétique.
Ça se passe au quartier des plaisirs enfin, à côté du quartier des plaisirs, justement, de Kyoto. Et le type a une boussole, enfin, la boussole existait, et puis il voit que la boussole ne désigne plus le nord, mais l'ouest, c'est là qu'il y a le quartier des plaisirs, où tout le monde vient dépenser son argent, et donc l'argent et l'or sont là, et la boussole. Et en y réfléchissant un peu, c'est l'aboutissement de la montagne magnétique dans les Mille et une nuits. Il y a une histoire comme cela. Même pire, il y a, avant les Mille et une nuits, il y a dans la première littérature arabe, dans les premiers contes arabes, il y a cette montagne d'où est venue celle des Mille et une nuits. Oui, voilà, donc c'est un vieux thème et qui est arrivé. Alors, je ne sais pas exactement comment. Les commentateurs n'ont pas relevé ça. En lisant ça, je me dis tiens, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais on voit que la Chine a quand même centralisé énormément de traditions non chinoises qui ont été après redistillées au Japon. L'autre, tu parlais des fables aussi. Et évidemment, les fables ont joué un grand rôle. Alors, complètement diluées dans la matière bouddhique, mais les missionnaires portugais, espagnols du XVIIe siècle, les ont rapportés comme corpus ésopien. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on trouve mention de la Grèce, de la Phrygie et tout cela. Et puis, ça a aussi lancé, alors cette fois directement, un petit genre, un sous-genre de la littérature classique japonaise. Alors là, ça a été court-circuité, si tu veux. Les équivalents chinois qui ont existé aussi sont plus tardifs. Mais il y a d'autres circuits donc, qui montrent que la Chine, tout en ayant cette représentation intellectuelle d'un monde clos, était en réalité extrêmement perméable et a été aussi un centre de redistribution de concepts venus de l'Inde et certainement de plus loin encore pour la montagne magnétique, là, je ne sais pas d'où. C'est le grand mystère des caravanes. Hein. Oui. Les chameaux ne transportent pas seulement des biens, transportent aussi toutes sortes de littérature. Justement, il y a un jeune, enfin il est moins jeune maintenant comme nous tous, mais un érudit chinois qui avait lancé ce concept de The Book Road, je crois. Il avait la route des livres pour la route de l'assaut, enfin ce qu'on appelle la route de l'assaut, mais enfin bon, équivalent de tous les contacts, voilà, qui étaient aussi, on transportait des livres. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que sans aller jusqu'au livre, le mot en égyptien qui désigne le caravanier, c'est Serbia, celui qui raconte des merveilles. Ah, voilà. Il raconte des merveilles pour deux raisons. D'abord parce que justement, il transporte toutes sortes de cultures, mais une autre est beaucoup plus proche des Vénitiens et de Marco Polo. Il raconte des merveilles parce qu'il ne dit jamais ses itinéraires. Donc il raconte des cracks pour qu'on puisse surtout pas aller là où il va. C'est un savoir ésotérique. C'est un savoir complètement... Alors, il y a, comme tout le monde, je me suis fait cette réflexion il y a fort longtemps. Et puis, en travaillant dans le désert occidental, dans les oasis de Dakhla et de Kharga, j'ai été au débouché des pistes caravanières, en particulier de la piste des 40 jours. Et les pistes caravanières, c'est sympathique, mais quand il faut traverser des déserts rocailleux, etc., il faut savoir où on va. Donc se pose la question du repérage, de la signalisation, des cairns, des non-cairns, etc. Et en particulier, comment trouver un débouché ou une entrée de piste caravanière quand on est dans une sorte d'immensité assez semblable. Bien. Et en fait, on utilise les formes naturelles de rochers. Et dans cette zone qui est recouverte de grandes dalles gréseuses, l'érosion différenciée fait que certains rochers prennent des formes animales, et en particulier des formes de dromadaires et de chameaux. Et il y a à Dakhla, il y a tout un débouché comme ça qui est, on a l'impression qu'il y a des grands dromadaires baraqués, et en fait c'est le débouché de la piste. Et donc, pour en revenir à mon histoire de Serbia, c'est la seule indication. On ne dit jamais où va la piste, ce qu'il y a, ce à quoi elle mène. Et on a trouvé en Arabie Saoudite, il n'y a pas très longtemps, un grand site comme ça, qui représente un gigantesque chameau, qui en fait est le signe d'une zone complète, qui serait une zone de convergence caravanière. J'en sais pas plus parce que l'étude est en cours.
c'était tellement remarquable. Voilà, l'étude et je crois même d'ailleurs que le dossier a dû être déposé à la fondation Del Duca ou quelque chose comme ça là-dessus. Et c'est très étonnant parce qu'il y a toute une culture justement des pistes caravanières. Et ces pistes caravanières, elles sont tenues, et j'en reviens à mes chameaux qui ouvrent la piste, elle est tenue dans le fait que ce sont les mêmes dynasties, les mêmes familles qui les tiennent. Quand on étudie les graffitis, qui sont là, parce qu'évidemment, les caravaniers laissent leur nom. Alors, on avait fait ça avec un collègue arabisant dans cette zone, et on remontait à 12 générations. Donc, on a de véritables traditions qui vont avec des traditions littéraires, des traditions historiques, etc. Là encore, ce sont des choses qui ne sont pas notées, dont on n'a pas d'autre témoignage que de supposer la fumée de la fumée de la fumée. Oui, ça, c'est très... Oui, il y a des... Je parlais des caravanes, des routes de la soie et des livres et des doctrines qui sont propagés. Il y a aussi quelque chose donc, qui est passé par le biais du chinois et dont j'ai trouvé des traces. C'est assez intéressant parce que c'est la même démarche, mais qui est faite par des voies différentes. Il y a au Tibet une très grande tradition grammaticale qui est calquée sur la tradition grammaticale indienne, qui évidemment est un monument. Les panini, donc pas les boulangers, mais le grammairien, n'est-ce pas? Ils sont cuits quand même. Oui, et qui a informé vraiment toute la pensée linguistique indienne. Et par le biais du transfert du bouddhisme, c'est passé au Tibet aussi. Or, le Tibet a une langue qui n'a absolument rien à voir avec le sanskrit, mais Panini, c'est Panini, enfin, voilà, donc, alors, Tsampa et Panini, n'est-ce pas? Donc, les Tibétains ont reconstitué leur grammaire à partir d'une grammaire qui n'avait aucun rapport, mais ça a été extrêmement créatif. Enfin, il y a un linguiste, alors c'est amusant parce qu'il y a un linguiste très connu pour ses travaux sur la linguistique japonaise, connu et controversé parce que c'est un grand tenant de l'hypothèse altaïque. Il disait que le japonais et le turc c'était pareil, bon, ce qui est de plus en plus controversé. Oui, mais il n'en débordait pas. Mais en revanche, il a fait des choses vraiment très bien, même sur le japonais. Mais sur le Tibet, sa première thèse, c'était sur la pensée grammaticale tibétaine, où il montrait que vraiment les Tibétains prenaient des baguettes pour manger la choucroute, quoi. Enfin, c'était à peu près c'est pas du tout. Et ils ont fait une autre tradition. Alors, ce qui est amusant, c'est que le chinois est encore plus différent du sanskrit que le tibétain, je dirais. Et cette pensée grammaticale chinoise est arrivée en Chine, et les Chinois en ont fait n'importe quoi, mais qui était très intéressant. En particulier, ils ont essayé de calquer les mécanismes de construction des composés, ce qui en chinois enfin, on pourrait élaborer, mais enfin, c'est parfaitement artificiel. Mais à partir de ça, comme c'était du chinois dans les textes bouddhiques, c'est arrivé au Japon aussi. Et les Japonais s'y sont mis à leur tour et ont essayé de trouver dans leur langue des espèces de répondants à ces catégories grammaticales indiennes qui n'avaient plus aucun rapport avec eux. Et on voit encore une fois le rôle du chinois qui a été un centre de redistribution conceptuelle de choses qu'eux-mêmes ne pouvaient pas comprendre parce que c'était... D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que contrairement au Tibet où il y a quand même eu une réelle connaissance du sanskrit, les Chinois, il y a eu très très peu de Chinois qui ont appris le sanskrit. C'était en général les traducteurs la traduction se faisait par le biais de religieux indiens ou d'Asie centrale qui s'exprimaient en chinois parlé parce qu'ils connaissaient le chinois. C'était repris par des disciples qui le remettaient en bon chinois, mais avec une possibilité de correction très très réduite puisque l'interprète n'avait plus de regard possible sur le texte. Et puis après, c'était remis à des réécriveurs qui mettaient ça en chinois. Alors, tu t'imagines le processus, quoi. Mais ça faisait du très beau chinois, souvent. C'est extraordinaire, ça, pardon. Cette volonté
d'écrire la norme grammaticale et linguistique. Oui, voilà, mais qui n'est resté vraiment que lié au bouddhisme. Les Chinois avaient leur propre préoccupation philologique qui était très centrée sur les caractères, justement, comme toujours. Parce que les caractères avaient aussi une composante phonétique, quand même, et le grand problème tout ça vient aussi d'une préoccupation littéraire. Il y avait la poésie chinoise qui était vraiment la voie royale pour le lettré, c'était faire le lettré. Il faisait de bons examens, de bonnes copies d'examen, mais avant tout, il fallait qu'il manie la poésie. Et la poésie rimait et avait aussi une sorte de maître un peu à la gréco-romaine, c'est-à-dire formé non pas sur les longues et les brèves, mais sur la modulation des tons. Or, ça changeait tous les siècles pratiquement. Et donc, il fallait à chaque fois remettre, non pas remettre aux normes, parce qu'on a toujours gardé une certaine norme classique, mais il fallait expliquer aux gens pourquoi c'était comme ça. Donc, il y a eu énormément de recherches phonétiques, paradoxalement, plus que grammaticales, parce que pour les Chinois, la phrase se faisait comme ça, quoi. Il n'y a pas eu vraiment on mettait les mots les uns à la suite des autres, et tu avais une phrase, si tu veux. Il n'y avait pas du tout comme il n'y avait pas de conjugaison ni de déclinaison, et la syntaxe l'idée même de syntaxe n'était pas très développée, au point d'ailleurs que ça créait beaucoup de problèmes, parce que le sanskrit a des phrases très très longues, et le chinois a tendance naturellement à couper les phrases en syntagme, si bien que les longues phrases sanskrites devenaient fragmentaires. Enfin, tu imagines les conséquences sur la traduction. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que la sacralité du sanskrit se transmettait aux Chinois par cette espèce de transposition de la grammaire qui n'avait plus d'autre sens que de valoriser, et pas du tout d'expliquer. C'est extraordinaire qu'une langue aussi peu normée ait consacré tant d'énergie, justement, à travailler sur la norme. Parce que en égyptien, où il y a, c'est très normé, il y a une structure très forte, il n'y a aucun traité. Alors que les Égyptiens étaient les rois de la compilation. Oui, on n'a pas de texte on a des traités de tout, sauf de grammaire. On a ce qu'on appelle les onomasticas, qui sont des listes de mots, alors qui partent du ciel pour arriver jusqu'à la fourmi, hein, mais on n'a pas de traité qui dit, voilà, là, il faut mettre un prospectif, là, non, absolument pas. Et la langue elle-même est complexe. Et est-ce qu'il donne des indications sur la prononciation ou... Ah ben non, surtout pas, d'abord parce que ce serait beaucoup trop facile, et puis, en plus, non, mais on sait qu'il y a une poésie, on connaît cette poésie, on identifie cette poésie, mais on n'est pas fichu de l'apprécier vraiment. Pourquoi ? Parce qu'on a comme outil le copte. Ça, le copte, on a, à partir de là, comme la phonétisation est la même, on s'y retrouve. Et dans les textes poétiques, et dans les textes littéraires en général, on a une ponctuation. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, c'est très rudimentaire, sur un texte écrit en noir, il y a des points rouges qui marquent des arrêts, des ruptures. Ah, oui, tiens, Alors, quelques esprits éclairés, il y en a quand même parmi les égyptologues, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Quelques esprits éclairés se sont dit que ça doit marquer un rythme. Alors, il y a eu des essais assez calamiteux, il faut le reconnaître, de mise en musique de certains textes qui accompagnaient des rites. Alors ça, c'est... Bon, il vaut mieux pas trop s'attarder là-dessus, on va oublier. Hein. Mais on s'est aperçu qu'il y avait effectivement un temps, à la fois dans le récit, un temps du récit qui était marqué par cette ponctuation, et manifestement, quand il s'agit d'un chant d'amour, et que l'on voit qu'il y a un certain nombre de ponctuations, qu'il y a là un rythme qui est donné, et que l'on doit être capable, un jour ou l'autre peut-être, de retrouver. Alors pour l'instant, personnellement, je trouve qu'on est loin du but. Mais j'aurais dit ça il y a un siècle de la prosodie grecque, hein, où on a beaucoup progressé aussi. Peut-être qu'on trouvera effectivement un jour. Mais ça existe. Donc on sait qu'il y a des genres. Alors, c'est difficile, étant donné qu'on n'a pas les clés, c'est difficile de les trouver, mais la forme grammaticale et la forme syntaxique est évidemment une des clés d'accès au genre. On est capable de distinguer dans les temps du récit, de la transcription de notes, de la partie originale, etc.
Mais les Égyptiens eux-mêmes n'ont jamais théorisé, enfin à notre connaissance, il y a peut-être quelque part en train de dormir un traité qui va sortir, mais pour autant qu'on sache, jusqu'à présent, il n'y a pas, et on n'arrive pas à déceler dans la tradition littéraire une école grammaticale comme on peut en avoir en Inde ou en Chine ou au Japon. Et dans les écoles, puisqu'on connaît les écoles et la façon dont les élèves étaient enseignés, ils apprenaient par cœur, tout simplement. C'était du niveau d'une école coranique. Hein. C'était pas, il n'y avait pas de théorisation qui était faite au-delà de ce que... Et on apprenait des textes, pas la parole du maître. Et dans la philosophie, les ouvrages philosophiques dont on a parlé à notre dernier entretien, ce qu'on appelle les sagesses, en fait, ce qui nous est parvenu, c'est la sentence gnomique que le maître énonçait, et manque toute la glose qui l'accompagnait. Et ça, on ne va jamais plus loin. Alors, on arrive là encore à percevoir, par exemple, si on a une citation d'une des grandes sagesses dans un texte littéraire, on voit qu'il y a derrière un sous-texte que l'on devine, puisqu'on tire une conséquence de la sentence qui est évoquée, mais cette conséquence, on n'a pas le texte qui nous permettrait de la déterminer, ni de savoir dans quel état d'esprit elle a été prononcée. Donc, il y a ce qui est très paradoxal, c'est que c'est une culture très paperassière. En fait, on note tout, on passe son temps à écrire partout, sur tout et sur n'importe quoi, mais pas sur la langue. Oui, ça c'est très curieux. Parce qu'au Japon, par exemple, dès le Xe siècle, 9e, 10e siècle, on a de véritables dictionnaires, vraiment, du chinois en japonais. Attention, on a des listes de mots. Oui, oui. Oui. Avec éventuellement un commentaire. Mais on a que ce sont ces onomasticas, on voit bien que c'est un catalogage de l'univers. Oui. Mais c'est un catalogage. Oui, mais c'est pour ça que je te demandais s'il y avait des prononciations, parce que là, ce sont vraiment des dictionnaires qui donnent le caractère chinois, avec toutes les prononciations possibles du japonais, qui sont beaucoup plus riches qu'après, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que la prononciation, il la donne en égyptien, s'il y en a une. Oui, alors, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'il l'aurait donné, par exemple, en caractère plus phonétique, par exemple? Non. Mais non, parce qu'il n'y a pas de différence, en fait. La différence, c'est l'utilisation. Le hiératique, enfin, quand on apprend aux élèves à écrire en hiératique, on part évidemment du hiéroglyphe et on leur explique que c'est une déformation du signe hiéroglyphique. C'est une simplification, c'est une écriture courante. Et un nom en hiéroglyphe transcrit en hiératique va l'être sur le même principe. Il y aura un déterminatif, il y aura des phonogrammes. Donc, c'est la même écriture, seulement elle est moins parlante. C'est comme notre confrère Durand avait expliqué autrefois, quand il était jeune, que l'acadien était à l'origine une écriture figurée. Bon, il s'est rétracté depuis, bon, c'est son problème. Mais c'est la même chose. Évidemment, quand on écrit en démotique, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir... Mais on reconnaît le déterminatif, le phonogramme, etc. Donc il n'y a pas de différence fondamentale. Mais on ne trouvera jamais un chant d'amour écrit en hiéroglyphes. Simplement parce que pour écrire des hiéroglyphes, si c'est pour le faire sur un ostracone, ça va plus vite comme ça, et sinon, ça prend du temps d'écrire sur un mur. Hein. La belle sera mariée. Oui, c'est ça. Puis c'est compliqué. Mais est-ce qu'on a une idée justement des méthodes d'enseignement primaire? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a même retrouvé des écoles. On a essentiellement en Thébaïde. Oui. Bon, mais on a par exemple à Der el-Médineh. Der el-Médineh, c'est l'image même du paradis pour un archéologue. D'abord parce qu'il y a des tombes, donc il suffisait de fouiller les tombes pour trouver des choses à l'intérieur. Et puis, à l'époque ptolémaïque, donc à la charnière, avant notre ère, avant le christianisme, on a fait un grand nettoyage du site. Il y avait une école. Et l'école, quand on apprend à lire et à écrire aux jeunes, on leur apprend, pas sur du papyrus qui coûte très cher, mais on a un matériau qui est extraordinaire, c'est les tessons de poterie, parce que ça se casse. Hein, quand on a la vaisselle, un geste malheureux, paf, et on a de quoi écrire 10 poèmes. Et puis, il y a les éclats de calcaire, que les égyptologues, sans aucune imagination, ont appelé des ostracas, bien que ce ne soit pas des coquilles d'huîtres. Bien.
Et donc, les élèves gribouillaient là-dessus, et au fil des générations, il y avait des tas d'ordures absolument énormes, et tout ça, ça a été balayé dans un grand puits qui était là. Et donc, on a des dizaines de milliers d'ostracas qui représentent les efforts plus ou moins heureux de générations et de générations d'apprentis scribouillards qui sont dedans. Alors, évidemment, ça a été un bonheur complet. Georges Posner, Jaroslav Tcherny ont passé leur vie là-dessus. L'un a travaillé sur les littéraires, l'autre sur les noms littéraires. Et donc, on a une bonne idée de ce qui était appris par les copies faites par les élèves, y compris d'ailleurs à travers les fautes des élèves et les corrections des maîtres, évidemment, non seulement de la pédagogie, mais aussi de l'évolution de la langue. D'autant plus que ces élèves vivaient au deuxième millénaire, ils vivaient au milieu du deuxième millénaire avant notre ère, et on leur apprenait des textes dans une langue classique qui était d'un millénaire plus ancienne. Donc on voit aussi le décalage avec la langue parlée, enfin bref, c'est passionnant, et puis on a aussi des textes contemporains, etc. Et donc on se fait une idée d'abord de ce qu'ils apprenaient, et de la façon dont ils l'apprenaient. Alors ils commençaient, tout petits, vers 6-7 ans, et ils recopiaient des pans de phrases entiers. C'est pour ça que je me suis permis, sans porter de jugement, un parallèle avec l'éducation coranique où l'on mémorise, puis ensuite on réfléchit. Bon. Et donc là, c'était la même chose. Donc ils n'apprenaient pas des lettres, mais ils apprenaient des blocs. Et ces blocs correspondaient donc à quelque chose qu'ils étaient capables de phonétiser. Et c'est à partir de là, petit à petit, qu'ils avançaient et qu'ils arrivaient à séparer. Bon, les phonèmes, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 24. C'est rien. Bon, mais ensuite, il fallait apprendre les quelques milliers d'autres, ça c'était autre chose. Mais donc, plus ils avançaient, et en fait, on ne les voit pas tâtonner, on les voit recopier. Et ils recopient des œuvres, par exemple Sinoué que j'évoquais, connu par plusieurs centaines de textes scolaires. C'était un modèle. Donc. Ah ben c'était l'œuvre par excellence. C'est comme si on avait étudié l'Iliade, plutôt l'Odyssée. Et donc les élèves travaillaient dessus. Et puis après, on les spécialisait. Quand ils étaient des grossis, ils étaient capables de d'écrire sous la dictée. Et là, ça aussi, le fait d'avoir des œuvres scolaires, c'est très commode parce qu'on distingue entre les fautes auditives et les fautes visuelles. La faute que l'on fait en recopiant et la faute auditive qui ne s'explique que par une mauvaise compréhension phonétique. Donc ça aussi, il y a de quoi s'occuper. On continue à travailler sur cette question, ainsi que sur la différence qu'il y avait entre la langue apprise et la langue parlée, la langue vernaculaire. Et donc, une fois qu'ils avaient atteint le niveau moyen, c'est-à-dire le certificat d'études primaires, qu'ils savaient lire, écrire et compter, on continuait à les former, mais cette fois-ci, ils allaient auprès d'un maître. Et on les formait à ce à quoi ils devaient servir. C'est-à-dire qu'un scribe moyen devait avoir une culture en tout. Puis évidemment, à un moment, il va se spécialiser. Il sera plutôt médecin, plutôt mathématicien, plutôt théologien, plutôt ceci, plutôt cela. Mais on a, et là, pour s'en rendre compte, on a des bibliothèques, on a retrouvé des bibliothèques, parce que déjà, il y a des intellectuels qui trouvaient malin de se faire enterrer avec leur bibliothèque. Donc on en a retrouvé. Et puis on a retrouvé aussi dans la tradition littéraire, il y en avait quelques-uns qui étaient connus. Et peut-être si on a encore le temps, je raconterai une petite anecdote à ce sujet. Et donc on savait, par exemple, Senmout, le premier ministre de Hatshepsut, si je puis dire, s'est fait enterrer dans une de ses tombes avec ses œuvres favorites. Donc on a une idée tout à fait des goûts littéraires des uns des autres, surtout de leur capacité et de leur niveau. Mais il y a pire que ça. Et ce sera la petite anecdote annoncée. Il y a un scribe qui s'appelait Amenarte, qui est connu par la tradition. Il fait partie des 14 ou 15 noms que la tradition a retenus, puisque tout était anonyme, hein, on ne signait pas les œuvres. Donc il était reconnu comme étant un des grands penseurs et tout. Et il tenait ses assises à Deir el-Médina. Et il a été enterré à Deir el-Médina. Et puis il avait formé un certain nombre de scribes, dont l'un qui est devenu son gendre, et puis ensuite il y a eu son petit-fils, etc. Et on est arrivé à reconstituer, à travers les documents de Deir el-Médina, la généalogie d'Amenarte et de Hori. Et puis, le hasard a voulu que dans un des papyrus qui a échappé aux voleurs, on trouve un texte
qui était une lettre qu'envoyait son petit-fils à un parent, qui lui disait à peu près ceci: dis donc, t'es au courant du dégât des eaux qu'il y a eu l'autre jour? Ah oui, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, la tombe de Pépé, il y a eu un dégât des eaux et la bibliothèque qu'il avait mise sous le pyramidion a été endommagée par les eaux. Donc j'y suis allé, j'ai déroulé les papyrus, je les ai séchés, ça va, il n'y a pas trop de pertes, et hop, et du coup on a eu le contenu de la bibliothèque. Et en même temps, on a retrouvé un certain nombre d'ouvrages de cette bibliothèque. Et donc on avait à la fois une dynastie d'intellectuels, de profs, et en même temps les œuvres. Et dans ces œuvres, il y en avait 2 composées par le scribe lui-même, qui n'étaient pas des œuvres autres. Et alors là, à partir de là, c'est d'ailleurs ce sur quoi j'ai fini mon cours cette année, et là, on a commencé à repérer ce qui étaient les œuvres de cet Amenemhotep. Et donc, par le même biais de recoupement, de réflexion, de citation, de tout ce qu'on veut, sa culture a commencé à apparaître, confirmée par l'existence de cette bibliothèque, sa formation, et à travers les 3 générations sur lesquelles il a eu de l'influence, on commence à se faire une idée de ce qu'il voulait transmettre, et quel pouvait être le message pédagogique, intellectuel, culturel, etc. Voilà. Alors ça, c'est des petites lucarnes, hein, c'est des tout petites choses. C'est paradoxal d'ailleurs de se dire que civilisation si longue, souvent n'est perceptible que par des petits détails, par des petites choses. Mais ça permet quand même de se rendre compte qu'il y a la notion de patrimoine culturel qui est très forte, et que en particulier la tradition littéraire est connue et valorisée, indépendamment de tout ce qui est technique. Il y a de grands médecins, il y a de grands théologiens, il y a tout ce qu'on veut, il y a des traités, tout ça. Mais ça, les œuvres purement littéraires. Et en même temps, on voit que c'est entretenu, parce que ces écoles dépendent des temples, elles dépendent des maisons de vie, hein, et c'est entretenu, et c'est à la fois un réservoir humain, et en même temps un conservatoire. Oui, il y a beaucoup de points communs et en même temps assez différents avec le Japon. Tu dis, c'est vrai, il y a les écoles élémentaires pour les enfants s'appelaient jusqu'à l'époque Meiji les terakoya, c'est-à-dire les écoles du temple, justement, du monastère. C'était souvent donc c'était souvent un tout petit temple avec un moine marié qui faisait la classe pour les enfants. Et ce qui est très intéressant, alors justement, c'est tout dépend des époques. Alors pour les nobles de la grande époque classique, on avait une sorte d'université, mais c'était la dernière phase, quoi. Donc on ne sait pas exactement comment on les apprenait. Il y avait des précepteurs à la maison, certainement. Il y a par exemple un petit mystère littéraire qui le fameux Kukai, il a le papa, pas le marchand de vêtements, mais donc le fondateur de la tradition ésotérique japonaise, qui a fleuri autour de l'an 800, hein, pas autour de Charlemagne en quelque sorte. Eh bien, à l'âge de 19 ans, il a fait une sorte d'essai littéraire philosophique où il comparait les 3 doctrines importantes, les 3 religions, 3 doctrines, c'est-à-dire le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, dans un style chinois littéraire, mais absolument éblouissant. Enfin, c'est-à-dire comment il ne connaissait pas le chinois, enfin, il ne connaissait pas la langue parlée. Comment est-il arrivé à une telle maîtrise de la langue écrite chinoise à 19 ans? On n'en sait rien. Enfin, il était fils de noblesse moyenne et assez provinciale, mais disons on a une certaine idée de ce qu'on faisait en général, et la base, c'était quand même le chinois, le chinois écrit. Et par exemple, l'équivalent de la méthode Bocher de l'époque, enfin, c'était ce qu'on appelait le livre des 1000 caractères. Et c'était un texte chinois. Il y a eu certainement l'équivalent plus tôt, hein, mais disons au VIe siècle, c'était des petites phrases de 4 caractères. Il y avait donc 250 phrases, aucun caractère n'était répété. C'est-à-dire que lorsqu'on connaissait l'ensemble on connaissait 1000 caractères. C'est pas beaucoup en chinois, parce qu'il faut en connaître au moins 3000 pour
mais c'était quand même. Et d'ailleurs, comme il n'avait pas encore de statistiques d'usage et tout ça, c'était pas forcément les caractères les plus nécessaires qu'il y a dedans, mais tout le monde apprenait ça en Chine, au Japon et en Corée. D'ailleurs, c'est amusant de voir que dans la nouvelle Chine d'après Deng Xiaoping, là, il y a une sorte de retour à la. Et alors, on voit un peu partout dans les journaux chinois des fêtes de l'éducation, on voit des petits gosses habillés comme on imagine que les Chinois des Han, donc autour de l'ère chrétienne, étaient habillés et qui lisent le livre des 1000 caractères, qui n'était pas encore écrit à l'époque. Mais ça, c'est vraiment présent dans toute la culture japonaise, parce que c'est aussi un modèle de calligraphie. Et il y a quelque chose dont je n'ai pas pu parler, c'est l'importance de la calligraphie en Chine, au Japon, qui est vraiment un aspect indissociable de la. Oui, ça, on est sur la même, on est sur le même plan. Vraiment. Et alors, on apprenait à partir de ça texte chinois sur texte chinois, mais à partir du Xe siècle justement, à partir même de 905, où les empereurs japonais ont commencé à faire une sorte de politique culturelle, d'indépendance culturelle, où on a voulu établir les grands recueils poétiques impériaux qui sont apparus de siècle en siècle. Il y en a huit grands entre 900 et 1200, et qui sont restés les classiques. Il y en a eu 21 en tout, mais ceux d'après comptent moins. Et donc c'était entièrement en japonais, avec très peu de caractères chinois, seulement des caractères syllabiques, mais qui sont devenus un corpus littéraire, vraiment, que tout le monde était censé connaître, en parallèle avec le chinois. Si bien que l'éducation complète d'un lettré comprenait les deux. Il fallait être aussi fort en japonais classique qu'en chinois classique. Et ce qui est très drôle, c'est qu'autour de 1200, justement, c'est un type qui a eu un grand rôle dans le 8e recueil impérial, a fait une espèce de compile, il a fait ce qu'on a traduit, je crois c'est René Siffert, de 100 poètes, un poème, c'est-à-dire il a fait une anthologie de 100 poèmes waka japonais qui sont très courts et qui représentent plus ou moins chronologiques, qu'il considérait comme les chefs-d'œuvre de la langue japonaise. Et c'est devenu standardisé au point qu'encore maintenant, au Nouvel An, on s'amuse à jouer avec les waka. Ces poèmes japonais sont très facilement divisibles en 3 vers et 2 vers. Donc, on a un jeu de cartes les trois. Alors, quelqu'un récite le premier vers et tout de suite, il faut attraper et c'est un jeu. Alors, ce n'est pas du tout archaïque parce que grâce au manga, il y a eu un manga japonais qui a suivi les aventures d'un petit club de karuta. Le mot japonais, c'est le mot portugais, karuta. Un petit club de karuta qui a fait des séries. Après, on en a fait un dessin animé. Et après, on en a fait un film. Et ça a produit encore un renouveau de ce jeu qui date de l'an 1200 à peu près. Alors, et c'est très intéressant comme stratégie culturelle parce que c'est considéré au Japon comme d'aussi grande valeur littéraire que la grande poésie chinoise, qui en est en réalité assez largement inspirée par certains endroits, mais qui est si habilement camouflé dans le décaféiné dont je te parlais tout à l'heure, qu'on n'a plus la sensation d'accord entre les deux. Et c'est quand même une base importante de ce que j'appellerais l'éducation japonaise. Et si bien que ce pan japono-japonais, qui était là pour faire pièce aux Chinois, qui était destiné à être parallèle. Maintenant, le chinois a dégringolé, un peu comme le latin dont tu parlais tout à l'heure, et c'est le japonais qui est resté. Alors, il y a un certain succès. Or, ce n'était pas l'objet de l'éducation primaire japonaise dans ces terakoya, dans ces écoles de temple. C'était plutôt le chinois qui était là. Et d'ailleurs, c'était même une valeur d'échange. C'était mon maître et ami Hartmut Rotermund qui avait étudié, qui avait publié le carnet de route de 2 pèlerins japonais, de ascètes montagnards errants qui se baladaient dans le nord-est du Japon. Et lorsqu'ils arrivaient ils venaient d'Edo, de la capitale. Et lorsqu'ils arrivaient dans un trou perdu d'un village de montagne japonais, on les accueillait dignement, et on leur demandait le soir de faire un cours sur les classiques chinois.
à la veillée, après manger, devant tout le village se réunissait, et eux commentaient les entretiens de Confucius, Mencius, tout ça, pour récompenser. Donc il y avait cette valorisation vraiment de l'enseignement qui était très présente jusqu'à je dirais, jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à la fin du XXe siècle. Maintenant, beaucoup de choses ont changé. Et je suis très surpris d'ailleurs de voir, je fais ce cours d'initiation au sino-japonais, où je présente ce que je considère comme la base absolument intangible de la connaissance. Et alors quelques étudiants mal intentionnés testent maintenant les choses que je leur apprends sur des amis japonais qui en général ne connaissent plus ça. C'est-à-dire qu'en une ou deux générations, énormément de choses se sont perdues. Alors je leur dis que tout le monde connaît ça au Japon, et malheureusement ce n'est plus tout à fait vrai. Il faut dire tout le monde de ma génération. Oui, voilà, je précise maintenant. C'est vraiment très, très, très intéressant. Bon, eh bien, on va peut-être conclure. On va peut-être essayer de conclure. Quoique, il est difficile de conclure un pareil entretien, étant donné que nous nous promenons allègrement, parfois à saute-mouton sur certains concepts. Mais bon, de toute façon, je crois que c'est aussi ce qui fait, pour nous en tout cas, le plaisir de discuter ensemble. Bon, je crois qu'on peut en retenir l'importance des racines et de la culture originelle ou de la culture de référence. Bon, en égyptien, ça va de soi, parce que de toute façon, n'ayant aucune imagination, les Égyptiens n'ont pas changé pendant 3-4 millénaires. À preuve d'ailleurs leur réaction quand ils sont ouverts sur le monde extérieur, ils sont morts. Il n'en est évidemment pas de même pour le Japon, qui s'est nourri du monde extérieur et qui a su l'accommoder à l'art japonais et à la façon japonaise, et à devenir une culture elle-même unique par rapport à la Chine. Et je crois que la façon dont le Japon aujourd'hui se démarque de la Chine, comme tu l'as très, très justement souligné, montre bien toute la maturité de cette autre culture et toute sa capacité, je ne parle pas des plans humains, politiques ou autres, mais de sa capacité à avoir ses propres références, ce qui est aussi un signe de vitalité et d'intelligence, de savoir combiner des éléments exogènes pour les transformer en une essence propre. C'est tout à fait, je crois, important de le souligner. L'Égypte n'a pas su ou n'a pas pu le faire. Alors, beaucoup se sont demandé pourquoi. Pourquoi il n'y a pas eu de capacité d'adaptation réelle? En fait, la réponse est assez simple. C'est que le système est assez figé en soi et totalement dépendant du monde religieux et de la cosmologie. Et du jour où on a changé de système, du jour où la religion révélée l'a emporté, il y a bien eu quelques fous qui ont résisté jusqu'au VIe siècle, très loin du côté d'Éléphantine. Mais le jour où on a fermé le dernier temple, on a fermé en même temps les universités, les écoles, enfin tout, puisque tout tournait en fait autour de cela. Ce qui est aussi, pour terminer sur quelque chose d'un peu plus joyeux, ce qui est aussi assez rassurant, de se dire que le système a été assez résistant et assez solide pour durer plusieurs millénaires, pour résister à toutes les crises et à tous les maux que nous avons connus, que nous connaîtrons et que nous continuons de connaître, qui s'est survécu, qui a su s'adapter à un environnement différent, au besoin, en sachant abandonner pour communiquer avec les autres sa propre culture, pour continuer ce dialogue, tout en jouant un rôle important, mais en même temps qui est arrivé à une forme d'achèvement dans ces expressions culturelles, puisque tous les genres littéraires sont représentés, avec une langue qui, au départ, paraît plus un handicap, une écriture qu'autre chose, et tout ça, c'est fort bien fait, jusqu'à des intrigues policières qui existent et qui fonctionnent fort bien. Je crois que c'est peut-être le triomphe de la vie, on va dire. La civilisation égyptienne est morte, oui, mais quand on la regarde, c'est ce qui m'avait frappé, moi, quand j'étais tout petit et que j'ai découvert ça. Je me suis dit, mon Dieu, des gens qui se font enterrer avec une vie aussi intense, aussi joyeuse, ne peuvent pas être totalement mauvais. Il devait y avoir quelque chose de bon en eux. Et peut-être est-ce là aussi quelque chose qui nous rapproche entre le Japon et la Chine. Merci de cet entretien. Merci à tous.